la une de ce journal, visite historique de Jean-Noël Barrot en Afrique subsaharienne. Le ministre français des Affaires étrangères est en déplacement au Tchad et en Éthiopie dans un contexte marqué par la volonté de Paris de réduire sa présence militaire sur le continent. Les détails à suivre. Et puis, élections locales en Tanzanie, plus de 75 000 villages se rendent aux urnes pour élire leurs représentants. Ce scrutin intervient dans un climat de tension politique à un an de la prochaine élection présidentielle. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue au journal international de Tchad Info. C'est la première visite du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères en Afrique subsaharienne depuis sa prise de fonction en septembre. Jean-Noël Barrot entame ce mercredi 27 novembre un déplacement qui le conduira au Tchad puis en Éthiopie. Ce déplacement intervient alors que la France devrait annoncer dans les prochains mois une importante réduction de sa présence militaire sur le continent. Le premier arrêt de Jean-Noël Barrot est au Tchad, où le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères se rendra à la frontière avec le Soudan dans un camp de réfugiés. La crise humanitaire en cours au Soudan est une priorité de ce voyage, indique une source à Radio France Internationale. En avril dernier, la France a été au premier plan de l'aide humanitaire avec la conférence des pays donateurs qui a permis de recueillir 2 milliards d'euros de promesses de dons. Depuis, la crise a empiré et l'aide n'arrive pas. L'ONU parle de la pire crise humanitaire au monde. En se rendant à Adré, à la frontière entre les deux pays, le chef de la diplomatie française espère envoyer un message fort, celui que la France tient ses engagements, dit cette même source. Par ailleurs, à N'Djamena, le chef de la diplomatie française devrait rencontrer les autorités avec lesquelles il pourrait notamment évoquer la question de l'avenir des bases militaires françaises dans le pays. La seconde étape de ce déplacement sera l'Éthiopie, siège de l'Union africaine, où il devrait être question de réforme des institutions internationales. La France défend l'idée de 2 sièges permanents pour les pays africains au Conseil de sécurité de l'ONU, une réforme soutenue par l'Union africaine qui plaide pour une meilleure représentation du continent africain aux Nations unies. Des élections locales ont lieu ce mercredi 27 novembre à travers toute la Tanzanie. Au total, plus de 75 000 villages et hameaux vont élire leurs représentants locaux pour un mandat de 5 ans. Un scrutin qui a lieu après des mois de tensions politiques dans le pays avec des disparitions d'opposants politiques et à un an de l'élection présidentielle. Venez nombreux, titre le quotidien Daily News, alors que les élections locales de ce mercredi 27 novembre ne semblent pas passionner les foules en Tanzanie. Le parti au pouvoir, CCM, clame pourtant que 95% de la population s'est inscrite sur les listes électorales, un chiffre qui laisse certains médias indépendants dubitatifs. Il pointe plutôt du doigt l'ingérence du gouvernement dans ces élections. Freeman Mbowe, le chef du parti d'opposition Chadema, a annoncé de son côté que près de 70% de ses candidats ont été disqualifiés, souvent pour des raisons administratives comme un formulaire mal rempli ou des timbres manquants. Ces dernières semaines, certains opposants politiques ont été interdits de campagne par la police, voire arrêtés. Même les responsables religieux extrêmement respectés dans le pays se sont immiscés dans le débat. Le révérend Wolfgang Pisa, à la tête de la conférence épiscopale de Tanzanie, a dénoncé le favoritisme flagrant envers les candidats du CCM. Le parti de la présidente Samia Suluhu a prédit avant même le scrutin une victoire écrasante à venir. Des méthodes qui rappellent celles de l'ancien président autoritaire John Magufuli, dont la chef d'État actuelle avait pourtant promis de s'éloigner. L'Organisation internationale de police criminelle a annoncé ce 26 novembre 2024 le résultat d'une grande opération contre la cybercriminalité menée avec Afripol, institution technique dépendante de l'Union africaine et qui a débouché sur un vaste coup de filet dans 19 pays du continent. 1 millier de personnes ont été arrêtées dans 19 pays d'Afrique lors d'une vaste opération contre la cybercriminalité, a annoncé ce 26 novembre 2024 Interpol. L'Organisation internationale de police criminelle a mené cette opération avec Afripol de début septembre à fin octobre. Une opération qui a également permis de démanteler un grand nombre de réseaux malveillants.
134 000 infrastructures au total. Ce sont les réseaux et criminels à l'origine des logiciels, des rançons, des compromissions de courriels, l'extorsion numérique et des escroqueries en ligne qui ont été ciblés lors de cette opération nommée Serengeti. 35 000 victimes identifiées. Dans le détail, 8 personnes ont été arrêtées au Sénégal pour la mise sur pied d'un système de Ponzi en ligne. Un montage financier frauduleux d'une valeur de 6 millions de dollars qui a fait plus de 1800 victimes. Au Cameroun, un groupe qui menait une escroquerie marketing à plusieurs niveaux a été démantelé. Groupe qui proposait de cotiser en échange de promesses d'emploi ou de formation. Mais une fois au Cameroun, les personnes ayant cotisé étaient retenues en captivité et forcées d'attirer d'autres personnes dans le système. Un autre groupe criminel qui opérait à l'international a également été démantelé à Luanda en Angola. Il exploitait un casino virtuel qui ciblait principalement les joueurs nigériens et brésiliens. Alors qu'au Kenya, l'opération Serengeti a là permis de résoudre une affaire de fraude à la carte de crédit en ligne. Au total, ce sont plus de 35 000 victimes qui ont été identifiées essentiellement en Afrique et en Europe lors de cette opération de grande ampleur menée avec l'aide des fournisseurs d'accès d'Internet. Ces derniers ont joué un rôle essentiel, précise Interpol, grâce notamment au partage d'informations. Au Liban, le Premier ministre Naguib Mikati doit présider ce 27 novembre au matin un conseil des ministres en présence du chef de l'armée, le général Joseph Aoun, pour exposer les grandes lignes de l'accord de cessez-le-feu avec Israël et annoncer le début du déploiement de l'armée libanaise. Pour la première fois depuis 2 mois, les habitants de Beyrouth, du sud du Liban, de la Bekaa et des autres régions se réveillent sans entendre le vrombissement inquiétant d'un drone ou le bang d'un avion de chasse franchir le mur du son. L'armée libanaise vient de publier un communiqué annonçant le début de son déploiement dans le sud du pays. Elle appelle les déplacés à ne pas regagner immédiatement leur village avant le retrait israélien. Le calme règne ce matin après une nuit de folie au cours de laquelle Israël a mené des dizaines de raids partout dans le pays. Les avions ont attaqué de l'extrême nord au sud, d'est en ouest, en passant par le centre de Beyrouth et bien sûr sa banlieue sud enveloppée ce matin par un épais nuage de fumée. 3 points de passage frontaliers entre le Liban et la Syrie ont été bombardés pour la première fois. Au petit matin, le ministre des Transports s'est rendu dans la banlieue sud pour annoncer le début des travaux d'ouverture des routes fermées par les décombres. Mais certaines familles n'ont pas attendu que les axes routiers soient dégagés pour rentrer chez elles, entraînant une valise ou un baluchon. Ce mercredi 27 novembre, un haut responsable du Hamas a salué le cessez-le-feu conclu au Liban et affirmé que le mouvement islamiste palestinien était lui aussi prêt à une trêve avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. L'annonce du cessez-le-feu au Liban est une victoire et une réussite majeure pour la résistance, a déclaré à l'AFP un membre du bureau politique du Hamas après l'entrée en vigueur avant l'aube de la trêve au Liban où l'armée israélienne combattait le Hezbollah. Nous avons informé les médiateurs en Égypte, au Qatar et en Turquie que le Hamas est prêt à un accord de cessez-le-feu et un accord sérieux pour échanger des prisonniers, a-t-il ajouté en accusant toutefois Israël d'entraver tout accord. Selon un rapport de police publié ce mardi 26 novembre, l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro a participé activement à un projet de coup d'État pour se maintenir au pouvoir en 2022 et avait pleinement conscience d'un plan d'assassinat de son successeur Lula. Le rapport de la police fédérale brésilienne accuse lourdement Jair Bolsonaro d'avoir activement participé à un complot visant à renverser l'ordre démocratique. Selon le document de 884 pages, l'ex-président aurait planifié et participé à des actes criminels dans le but d'organiser un coup d'État, avorté faute de soutien des hauts commandants de l'armée. Les preuves, qualifiées d'incluant un projet de triple assassinat ciblant le président Lula, le vice-président Geraldo Alckmin et un juge de la Cour suprême, ainsi qu'une tentative de décrédibilisation des urnes électroniques utilisées lors des élections. Bolsonaro, qui nie les accusations et invoque une persécution politique, est interdit de quitter le Brésil et inéligible jusqu'en 2030. Le rapport a été transmis au procureur général qui devrait décider des suites judiciaires
alors que la perspective d'une amnistie pour l'ancien dirigeant semble de plus en plus compromise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.